Oui, ce petit truc là, ça a l'air marrant, on peut jouer avec, et franchement, quand on sait que ça mesure même pas 300 nanomètres, on a même pas envie de s'y intéresser un peu. Mais si je vous disais maintenant que ça a causé la chute de 2 civilisations précolombiennes et le début de l'esclavage des Noirs par les colons américains. Donc vous l'aurez compris, dans cet épisode on va parler des armes biologiques. Alors quand on parle d'armes biologiques, on parle d'organismes nocifs pour l'homme. Et quand on parle d'organismes nocifs pour l'homme, il y en a de deux types différents. Alors au premier on a les bactéries qui sont de petits organismes vivants composés d'une membrane et d'un cytoplasme. Dans le cytoplasme, on retrouve du matériel génétique et d'autres choses qui permettent à la bactérie de vivre sa petite vie jusqu'au moment où elle va décider de se diviser pour former de nouvelles bactéries. En deuxième on a les virus qui eux sont des organismes beaucoup plus petits et beaucoup plus simples. Ils ne sont composés que d'une très petite quantité de matériel génétique entouré d'une petite capsule. Un virus est un parasite, c'est-à-dire qu'il a forcément besoin d'un hôte pour se développer. Et une fois qu'il aura trouvé cet hôte, il va l'utiliser pour se multiplier. Certaines bactéries et certains virus sont considérés comme des armes de destruction massive et franchement, on comprend pourquoi. Ça peut tuer énormément de personnes, ça provoque une panique générale, ça peut contaminer une zone pendant des périodes très longues. Et surtout, ça peut très vite devenir incontrôlable. Mais avant d'en arriver à ça, on va s'intéresser aux prémices de l'utilisation des armes biologiques. Alors pendant l'Antiquité, on savait pas, mais alors pas du tout ce qu'était une bactérie ou un virus. Mais on a des sources qui affirment que des archésites trempaient leurs flèches dans à peu près tout et n'importe quoi. Genre des cadavres en décomposition, du sang putréfié, voire du fumier. Alors ça devait pas être méga efficace parce qu'il suffit juste de nettoyer la plaie, mais là on en est vraiment au balbutiement de l'utilisation des armes biologiques. Alors un peu plus tard, les Grecs avaient pour habitude de polluer les sources d'eau potable de leurs ennemis en y déversant toutes sortes de cadavres d'animaux. Alors ça ils le savaient pas, mais effectivement un cadavre en décomposition c'est vraiment infesté de milliards et de milliards de bactéries, et il fallait juste que parmi toutes ces bactéries, il y en ait une qui soit nocive pour l'homme et transmissible, et le tour était joué. Alors polluer les sources d'eau potable c'est bien, mais à partir du Moyen-Âge on va inventer une arme de siège redoutable pour utiliser les armes biologiques, les catapultes. Pendant le siège de Caffa en 1346, qui opposa ce port génois à ses assaillants tartares, on observe l'utilisation la plus tristement célèbre des armes biologiques. En gros, les assaillants sont pas au top. Déjà, ils sont contaminés par la peste, mais en plus, ils doivent arrêter le siège pour raisons économiques. Mais avant de s'en aller, ils vont avoir une petite idée. Ils vont balancer leurs cadavres infectés par la peste sur la ville. Les Génois qui commencent à tomber malades et comme ils voient que le siège est terminé, décident de rentrer en Europe, infestant au passage une très grande quantité de personnes. Ce qui mènera à une énorme épidémie de peste noire faisant entre 20 et 25 millions de victimes. Attendez, je répète, entre 20 et 25 millions de victimes, ce qui représente la moitié de la population européenne de l'époque. À peine 130 ans plus tard, les Européens, remis sur pied, décident d'aller à la découverte du Nouveau Monde. Lorsqu'ils débarquent en Amérique latine, ils amènent malgré eux tout un tas de bactéries, de virus et de parasites. Ils sont ce qu'on appelle des porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils portent en eux les bactéries ou les virus qui déclenchent une maladie, mais ils n'en ressentent pas les symptômes parce que leur corps est habitué à combattre cette maladie. Le système immunitaire des autochtones n'était lui pas du tout préparé à ces maladies européennes. Cortés, qui était un conquistador espagnol, va exposer les Aztèques à la variole. Volontairement ou non, on sait pas vraiment. La variole, c'est le petit truc dont on a parlé tout à l'heure, c'est un virus qui tue un malade sur 5 et qui se transmet entre humains. La variole, c'est une maladie qui déclenche des éruptions cutanées sur le corps. Ces éruptions cutanées deviennent des pustules, ces pustules vont exploser, ce qui va laisser les bactéries rentrer dans votre corps, et une fois qu'elles sont dedans, vous allez mourir de surinfection microbienne. La maladie va se répandre tellement aisément que la civilisation aztèque tombe 3 ans plus tard. Une dizaine d'années plus tard, c'est au tour de la civilisation Inca de tomber, suite également à une épidémie de variole. Le problème qui s'est alors posé pour les colons européens, c'était celui de la main-d'œuvre. Comment exploiter des territoires aussi fertiles et vastes si tous les autochtones sont morts? Les colons vont avoir l'idée de ramener des esclaves d'Afrique pour s'occuper de leur plantation, ce qui deviendra la norme quelques dizaines d'années plus tard. Ce commerce d'êtres humains va durer pendant plus de 300 ans. Bon ok, ils ont utilisé des armes biologiques, mais ils ont pas vraiment fait exprès. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques décident de prendre les devants et de commencer des recherches sur les armes biologiques. Ils vont expérimenter le bacille du charbon, Bacillus anthracis, sur l'île de Grunard au large de l'Écosse. Alors un bacille, c'est juste une forme particulière d'une bactérie, là c'est une forme qu'on appelle en bâtonnet, comme ça vous savez tout. Et l'île Grunard qui servait aux expérimentations fut interdite d'accès pendant 48 ans. On peut se demander pourquoi une période aussi longue, et ça va nous permettre de parler un petit peu de la biologie de la bactérie. Alors avant toute chose, bactérie ne veut pas dire maladie. Il faut savoir que votre intestin est rempli de bactéries, et il y en a même quelques-unes qui sont indispensables à votre survie pour la digestion par exemple. Donc le bacille du charbon, qui déclenche la maladie du charbon, est une bactérie pathogène. Pathogène, ça veut juste dire que cette bactérie cause une maladie. Et alors si cette bactérie est pathogène, c'est pour deux raisons. Premièrement, cette bactérie sécrète une toxine dans notre corps. Alors une toxine, c'est juste une substance toxique pour notre corps. Alors cette toxine va provoquer une nécrose dans les tissus alentours, ce qui peut mener à une septicémie, voire la mort. Et deuxièmement, cette bactérie, en plus d'avoir sa membrane, est protégée par une capsule, ce qui empêche nos cellules immunitaires de s'en débarrasser. Mais si les autorités britanniques ont décidé à l'époque d'interdire l'accès à l'île pendant 48 ans, c'est pour une particularité bien vicieuse de cette bactérie. Lorsque le milieu ne devient plus assez favorable pour la bactérie, elle va ce qu'on appelle sporuler. C'est-à-dire que quand elle sent qu'elle va bientôt mourir, la bactérie va se fabriquer une petite navette de sauvetage appelée un spore. Ce spore contient une copie de l'ADN de la bactérie ainsi qu'une petite réserve de nourriture. À la mort de la bactérie, le spore sera lâché
lâcher dans le milieu dans lequel il pourra survivre pendant de très longues périodes. Et une fois que le spore sera de nouveau dans un milieu favorable, il va germer et redonner une bactérie totalement fonctionnelle, rajoutant encore plus de risques liés à ce type d'arme. On voit bien que c'est totalement impossible de contrôler une bactérie une fois disséminée. Au bout d'un moment, les États se sont dit que c'était des armes beaucoup trop dangereuses pour être utilisées. Et aujourd'hui, la totalité des pays du monde ont signé un traité qui interdit l'utilisation des armes biologiques lors des conflits. Mais de nombreux pays possèdent encore des centres de recherche sur ce type d'armes. Et la variole dont on parlait tout à l'heure, même si elle a été totalement éradiquée en 77, est toujours présente dans des labos américains. Les pays qui possèdent encore des stocks d'armes biologiques se défendent en ne disant qu'elles ne servent qu'un but préventif. Mais on peut quand même se questionner sur les dangers que cela implique. Au travers de cette vidéo, on a vu les dangers immenses que peut causer un nombre très restreint de bactéries pathogènes. Imaginez si maintenant, la variole s'échappe des labos américains et commence à contaminer la population. Sommes-nous en train de prendre le risque qu'un Hiroshima biologique apparaisse? Sauf que là, il ne s'agit pas que d'une ville, mais bien de toute l'humanité qui serait susceptible de disparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, moi ça me ferait super plaisir, et je vous dis à une prochaine.